l'enregistrement a commencé. Voilà, donc on a vu l'autre fois la relation entre la philosophie et le sens commun. Donc voilà, la conclusion était que la philosophie n'est pas fondée sur l'autorité du sens commun pris comme consentement général, un consentement qui est finalement une opinion, n'est-ce pas, un consentement, un instinct commun, comme un instinct commun de l'humanité, mais elle dérive toutefois du sens commun si l'on considère en lui l'intelligence des premiers principes immédiatement évidents. Donc là, il y a deux sortes de principes, n'est-ce pas? Ça veut dire l'évidence sensible, le sens commun s'en sert. Hein. Tu as vu ça, hein, tu racontes ce qu'on a vu, ce qui est vu. Donc on communique les choses qu'on a vues comme une certitude. Hein. Je l'ai vu de mes propres yeux, non, c'est vrai. Et deuxièmement, le principe logique, immédiatement évident, n'est-ce pas? Évident. Comme le tout est plus grand que la partie. Il faut pas le prouver, c'est évident en soi. Voilà. Alors voilà, donc dérive. Mais elle est supérieure, donc la philosophie est supérieure au sens commun, comme l'état parfait ou scientifique d'une connaissance vraie. Donc elle est supérieure à l'état, elle était supérieure, comme l'état parfait ou scientifique d'une connaissance vraie est supérieur à l'état imparfait ou vulgaire de cette même connaissance. Par exemple, il y a quelqu'un qui connaît très bien la voiture, mais il est toujours moindre qu'un spécialiste, garagiste, qui a fait les études là-dessus. Même si c'est beaucoup de la voiture, le garagiste va savoir plus. Toutefois, la philosophie peut être par accident jugée par le sens commun, comme actuellement. Les gens disent, les philosophes, si on parle de philosophie actuellement, ils disent que ce sont des baratineurs. Et c'est du délire, c'est n'importe quoi. Avec la philosophie, on peut prouver n'importe quoi. Comme autant des sophistes. Il n'y a personne, plus personne qui croyait. C'est parce qu'on pouvait prouver tout et son contraire. Alors, donc c'est le sens commun qui dit là, il va trop loin. C'est évident, c'est du bon sens pour voir que ça cloche. Ça ne va plus. Donc alors, le bon sens a le droit et le devoir de dire ça va plus. Pour moi, à l'université, quand j'avais 20 ans, hein, j'ai vu la philosophie. J'arrête la philosophie parce que mon bon sens dit que ça dérive. C'est n'importe quoi. Donc c'est mon bon sens et la grâce de Dieu, je pense, qui m'a arrêté. Pour éviter que mon intelligence se détériorise, parce que c'est capable de détérioriser les intelligences. Et c'est ça le but, justement, de ceux qui organisent cette fausse philosophie. Les frères trois points, etc., derrière les coulisses, il y a déjà des siècles, pour corrompre les intelligences, pour corrompre l'élite, pour éviter la réaction, pour éviter qu'on est amené à Dieu, la certitude de Dieu, la certitude d'existence de Dieu, n'est-ce pas? Et tout ce qui en découle. Voilà, alors, la méthode de la philosophie fera l'objet d'une section spéciale du cours, la méthode. Disons seulement ici que la philosophie ne se construit pas a priori, à partir d'un fait choisi par le philosophe. Par exemple, le cogito de Descartes. Non, c'est pas sérieux ça. Ou d'un principe quelconque posé arbitrairement par lui. Par exemple, la substance de Spinoza, ou le moi pur de Fichte, ou l'absolu de Schelling, ou l'idée de Hegel. Et dont il déroule artistement, pas logiquement, mais artistement, ce sont des artistes, c'est de l'art, c'est peut-être de l'art, c'est de la poésie, du baratin, enfin, je veux dire, si c'est bien écrit, mais en tout cas, on peut pas dire que c'est la réalité, n'est-ce pas? Mais il le propose comme la réalité, c'est ça le problème, c'est ça le délire, c'est ça la folie, n'est-ce pas? Si un artiste vous montre des choses et dit voilà, c'est un chef-d'œuvre, de l'art, alors d'accord, on peut savoir que il y a la fantaisie mêlée, etc. La liberté de l'artiste. Mais si on considère l'imagination comme réalité, c'est une définition de folie. Définition de folie, de ne plus voir la limite entre la réalité et l'imagination. J'ai donné l'autre fois l'exemple de celui qui est
dans un hôpital psychiatrique et qui pense qu'il est le Napoléon. C'est vrai que Napoléon a existé, mais le problème c'est que lui, c'est pas Napoléon. C'est dans son imagination. On peut imaginer qu'on est comme Napoléon, qu'on voudrait bien être Napoléon, mais il faut toujours savoir, je ne suis pas Napoléon. Hein. Voilà. Alors, si on fait plus cette distinction, on est fou. Alors, ils sont fous parce qu'ils prennent ça comme réalité. La preuve, c'est que les idéalismes de Hegel a été développé par Marx. Marx a développé le communisme et le communisme s'était proposé comme vrai. Et et le comble de l'ironie, n'est-ce pas, c'est que les communistes, comme j'ai dit autrefois, ils ont imposé le communisme. Et si, par exemple, Jeff Dokimov, que j'ai visité, n'est-ce pas, enfin son fils en tout cas, à Leningrad à l'époque, pour les aider, n'est-ce pas, les Russes persécutaient les dissidents avant la de perestroïka. Son père était un historien qui avait dit que par un hasard malheureux dans l'histoire de la Russie, il y a une petite minorité d'extrémistes, de bandes de criminels qui ont pris le pouvoir, aidés par l'argent de point par point. Hein. Et qui ont voilà. Alors il était enfermé dans un institut psychiatrique pour cela. Parce que celui qui pense pas communiste, c'est un fou, selon eux. Mais ce sont eux qui sont fous, c'est le contraire. Mais ils sont pas si fous que ça, parce que quand le père Etossa est venu à la Glasnost, par exemple en Pologne, j'étais en Pologne, j'ai vu ça, ils ont dit, les nomenclatura, ceux qui avaient le pouvoir, bon, on s'en fiche, on change de camisole, quoi. On était en rouge, maintenant on met le bleu, c'est pas grave, c'est un changement de couleur. Pour autant que seulement on garde le pouvoir. C'est ça qui compte. Donc le communisme, ils n'y croyaient même pas eux-mêmes, le top, le sommet. C'est un moyen pour garder le pouvoir, quoi. C'est tout. Il faut pas chercher plus loin que ça. Et ceux qui croient, ce sont les idiots utiles. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment, c'est un monde de quête, n'est-ce pas? C'est le mal, c'est le ténèbre. Donc elle a pour principe formel les premiers principes saisis dans la notion de l'être, donc la vraie philosophie. Les principes formels, on en parlera c'est la méthode de la philosophie, on parlera en logique majeure, critériologie. Les premiers principes saisis dans la notion de l'être et dont la lumière intelligible fait toute sa force. C'est là ce que les positivistes ne voient pas, les positivistes. Et d'autre part, elle a pour matière l'expérience et les faits. Voilà. Et c'est là ce que ne voient pas les intellectualistes purs, depuis Parménide jusqu'à Hegel, qui construisent leur métaphysique entièrement a priori. Donc elle a pour matière l'expérience et les faits les plus simples et les plus évidents, sur lesquels elle se fonde pour s'élever aux causes et aux raisons qui en donnent le pourquoi suprême. Et c'est de la réalité tout entière, avec la multiplicité variée de ces données. Ce n'est pas d'une idée de son esprit que le philosophe doit être l'écolier, mais de la réalité tout entière. Et, comme j'ai dit, la philosophie s'occupe de tout, toute la réalité, bien sûr, tout ce qui existe. Et si elle s'occupe de la folie et de l'imagination, c'est encore une réalité que ça existe. Dans ce sens-là, elle en parle. Hein? Et c'est une réalité que Hegel existe, que le communisme existe, la folie existe. Mais elle le considère comme folie. Elle dit que c'est une folie. Donc, voilà. Elle dit ce que c'est. Il faut bien aussi qu'il sache que si la philosophie permet à l'intelligence humaine de saisir avec une absolue certitude les plus hautes et les plus profondes réalités de l'ordre naturel, elle ne peut pas néanmoins prétendre à épuiser ces mêmes réalités, à les faire connaître autant qu'elles sont connaissables. Et ça, on sait par exemple de Dieu, n'est-ce pas? Il faut être Dieu pour connaître Dieu, totalement. Seul Dieu se connaît totalement, entièrement. C'est le Verbe. Et il exprime cette connaissance, c'est le Verbe. Donc c'est infini, c'est infini. Et nous, on participe seulement à cette connaissance. Ici sur Terre, par notre raisonnement, et dans le ciel, par la vision béatifique. Et la vision béatifique, c'est encore une participation, c'est pas connaître comme Dieu. Hein. Oui, comme, ça veut dire une participation, mais pas comme, ça veut dire pas égal. Comme, ça veut dire semblable, mais pas égal. Hein.
à Dieu. Sinon, on est égal à Dieu. Sinon, parce que Dieu est connaissance infinie. Donc, si on a la connaissance infinie, on est Dieu, comme Dieu est Dieu. Mais Dieu n'a que deux personnes, et alors il n'y a pas d'autres personnes en Dieu. Vous voyez? À ce point de vue, la science ne supprime pas le mystère. Et il ne faut pas l'oublier non plus. Sinon, c'est l'orgueil et c'est l'aveuglement. On est encore en dehors de la réalité et une infinité des réalités, puisque Dieu est infini, et même dans les choses, puisque c'est un être infini, dans les choses, il reste parfois un mystère, comme il dit. C'est pas seulement Dieu qu'on connaîtra pas totalement, mais on connaît pas encore toute la réalité. Hein. Il y a des domaines qu'on connaît pas très bien. On découvre à chaque fois de nouvelles choses. Et c'est ça la civilisation qui doit toujours se développer dans le bon sens, normalement. Et on ne sera jamais à la fin. Donc, même dans les choses, il y a quelque chose de très profond qu'on n'a pas totalement, mais on va aller le plus loin possible, le plus loin possible. Et c'est sur ça que Kant joue, je pense. Kant joue, il dit la chose en soi, on ne peut pas la connaître. Ben oui, on peut la connaître, mais pas entièrement comme Dieu la connaît, bien sûr. On peut quand même la connaître convenablement, avec une grande partie. Les choses, en tout cas. À ce point de vue, la science ne supprime pas le mystère, même pas la science philosophique, hein, qui est dans les choses, le mystère qui est dans les choses. Entendons par là ce qu'elles contiennent encore d'ignoré et d'inexploré. Mais bien plutôt, elle le constate et le précise. Elle constate le mystère et elle précise le mystère. Ça oui. Elle a vu le mystère. Parce que le mystère, c'est aussi les réalités. Elle s'occupe même du mystère. Elle va dire pour autant qu'on peut connaître les choses et en tant que pas. C'est encore la logique majeure. Donc c'est important. Hein. C'est la philosophie qui s'occupe de la puissance humaine de connaître. Dans cela même qu'elle connaît, elle ne connaît jamais tout. Le sage sait toutes choses en ce sens qu'il les connaît dans leur cause suprême, mais il ne sait pas et il est infiniment loin de savoir le tout de toutes choses. C'est différent. Hein. Et c'est l'humilité qu'il faut avoir. Et Socrate était considéré comme le plus sage par l'oracle de Delphi. Pourquoi? Parce que Socrate savait qu'il savait peu de choses. C'est le début de la restauration de la philosophie, c'est de savoir ça, l'humilité, de connaître ses limites. Connais-toi, toi, gnotis auton, connais toi-même. C'est le début de la sagesse, selon les Grecs. L'Écriture sainte dit la même chose, mais il dit en même temps, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Il faut les deux. Ignorance, d'ailleurs, n'est pas erreur. On peut dire on ne connaît pas tout de tout, mais ça ne veut pas qu'on est dans l'erreur pour ce qu'on connaît. Il suffit à la philosophie de savoir avec certitude ce qu'il convient de savoir et ce qu'il nous importe essentiellement de savoir. Bien plus, il est préférable de ne pas savoir les choses qui détournent l'esprit du savoir le plus élevé, selon le mot de Tacite, nescire quedam magna pars sapientiae. Donc, ne pas savoir des choses, c'est une grande partie de la sagesse. Parce qu'on ne peut pas s'occuper de ces choses. Voilà, alors on a terminé ce chapitre sur l'introduction de la philosophie, survol historique et définition. Maintenant, on arrive à la division de la philosophie. La division. Les grandes parties de la philosophie. Et ensuite, les principaux problèmes qu'elle va traiter. Donc, il y a dans les principaux problèmes ou domaines, il y a la logique, et ensuite il y a la philosophie spéculative et il y a la philosophie pratique. Dans la logique, il y a la logique mineure ou formelle, on va voir les règles du raisonnement. Ensuite, la logique majeure ou matérielle, qui parle des démonstrations, des idées et le problème universel, des universaux. Dans la philosophie spéculative, on va voir la philosophie des mathématiques, ensuite la philosophie de la nature, le monde corporel, ensuite l'homme,
Ensuite, voilà. Ensuite, voilà. Ensuite, la métaphysique. Dans la métaphysique, on voit la critique. C'est ce qu'on peut savoir ce que l'on est capable de savoir encore, de la métaphysique. Ensuite, la métaphysique elle-même, c'est l'ontologie. On parle alors de l'essence, de la substance de l'accident, et puissance des actes. Et ensuite, après critique et ontologie, on va parler de théodicée, la connaissance de Dieu métaphysique. Alors après la logique et la philosophie spéculative, on a la philosophie pratique, qui sera la philosophie de l'art et l'éthique. Voilà, c'est ce qu'on va voir, survoler. C'est un premier cours, un survol du domaine de la philosophie. Et après, on pourra reprendre toutes ces choses, mais en profondeur. Donc, on va voir d'abord la division de la philosophie. Division de la philosophie. Nous avons considéré ce qu'est la philosophie. Là, on est arrivé à une définition, une distinction aussi avec les autres, les relations avec les autres sciences et arts qui ressemblent, hein, les autres sciences, le sens commun, et la théologie, qui se rapprochent le plus de la philosophie. Il nous reste à la diviser en ces parties. Nous nous procurerons par là une notion distincte de son domaine. En même temps, nous prendrons contact avec les principaux de ces problèmes. Ce sera comme une reconnaissance exécutée par des éclaireurs avant que le gros des troupes ne s'engage dans un pays. Donc, les grands partis de la philosophie. Si un homme doit exécuter un travail, il commence d'abord par essayer de diverses manières l'instrument qu'on met entre ses mains, afin de se rendre compte de l'usage qu'il peut et qu'il doit en faire. Mais quel est le travail du philosophe? C'est d'acquérir le savoir. Quel est son instrument? C'est la raison. Il faudra donc que le philosophe, avant de se mettre au travail, commence par examiner la raison pour déterminer la manière dont il doit en user. La raison, au sens là, ça veut dire aussi l'essence, hein, donc toutes les manières la raison qui connaît parle à travers l'essence. Donc, dans la raison, il est inclus l'essence, parce que les anges, on ne parle pas de raison chez les anges, parce que les anges n'ont pas de corps, pas de sens. On parle d'intelligence chez les anges. Chez nous, on parle d'intelligence raisonnable. La raison. Et la raison, ça veut dire la connaissance, l'intelligence qui fonctionne à travers des sens. Donc, si on parle de raison, on parle aussi de sens. Ça, il faut savoir la distinction entre raison et intelligence. La raison, c'est donc l'intelligence humaine. Il n'y a qu'un cas, parce que les animaux n'ont pas de raison, et ceux qui sont en dessous n'ont pas de raison, ceux qui sont au-dessus n'ont pas de raison non plus. Parce que ceux qui sont en dessous n'ont pas d'intelligence, ont une intelligence pure. Voilà. Alors, voilà, donc, et ça s'appelle la logique. L'étude de la raison, au point de vue de son usage dans la connaissance ou comme moyen de parvenir au vrai, c'est ce qu'on appelle la logique. C'est une première définition. La logique est donc, à proprement parler, moins une partie de la philosophie qu'une science ou un art dont on se sert dans la philosophie. Et dans toutes les sciences, bien sûr. Ce n'est pas logique dans les mathématiques ou dans les autres sciences, on peut pas raisonner, on n'arrive à rien. Donc, comme on a vu, toutes les sciences usent du bon sens, et si c'est possible, de la logique. Hein. C'est l'essence développée, l'utilisation de la raison de manière systématique. Dont on se sert dans la philosophie, donc une science ou un art, et dans toutes les sciences, et qui introduit à la philosophie. Donc normalement, on commence par la logique. C'est logique. Il vient de le dire.
Si on commence un travail, on va d'abord essayer les instruments quoi, avant de commencer à travailler. À quoi ça sert le marteau? À quoi ça sert la pince, etc. Sinon, on va faire appel au bon sens, qui utilise déjà la logique. Mais c'est moins habituel, n'est-ce pas? Alors, on voit par là que l'enseignement de la philosophie doit nécessairement, d'après la nature même des choses, commencer par la logique. Et c'est un peu décapant parce que c'est sec. C'est sec, c'est pas... Parler de l'instrument, on ne va pas encore de résultats. On n'a pas fait de statue ou de meuble, ou, ouais. On n'a pas encore fait un objet. On n'a pas la satisfaction de l'objet qu'on a fait. On n'a pas encore utilisé l'instrument pour en faire une chose. On parle seulement de l'instrument. Et ça demande dès le début, et c'est ça le désavantage, que dès le début, on plonge la personne qui fait la vie dans une matière sèche. Bon, c'est comme quand on commence un noviciat, hein, avant de venir religieux. Puisque l'homme moderne est gâté, n'est-ce pas? Gâté pourri, c'est dangereux de commencer par la logique pour un esprit moderne, parce qu'il faut toujours Spaß machen, sagt man in Deutsch. Il faut toujours savourer, il faut toujours faire quelque chose, on doit toujours jouir, on doit toujours avoir directement la satisfaction, sinon ils vont se décourager. Donc c'est dangereux, donc on hésite maintenant. On est tellement tombé si bas qu'on se demande si on peut exiger des gens cette ascèse, ce noviciat, n'est-ce pas, de la logique, avant de commencer la philosophie. Bon, je vais essayer, si c'est trop sec, on passe, hein, on va vers la logique plus tard. Parce que si on commence déjà avec la logique, que vous savez, par le bon sens, on peut déjà faire la philosophie, mais c'est plus difficile. Hein. On peut déjà commencer, et après qu'on a fait de la philosophie, on sent le besoin de la logique, alors ils sont plus motivés pour faire la logique. Bon, c'est une méthode qu'on peut utiliser actuellement, mais c'est pas classique. C'est pas classique. Mais on peut, psychologiquement, pédagogiquement, on peut l'utiliser éventuellement. Mais on va quand même essayer de faire un essai, n'est-ce pas, alors, qui introduit à la philosophie. C'est un propédeutique de la science. Donc c'est quelque chose qui prépare, une éducation préparatoire. Les autres sciences dépendent d'elle, en ce sens, la logique, qu'elle enseigne le moyen de procéder dans le savoir. Or, il faut posséder le moyen ou les instruments du savoir avant d'acquérir le savoir lui-même. On voit par là que l'enseignement de la philosophie doit nécessairement, d'après la nature même des choses, commencer par la logique. Encore qu'au d'ordinaire, à cause de sa difficulté, voilà, et de son caractère d'extrême abstraction, celle-ci exerce peu d'attrait sur c'est un débutant, voilà, il en parle. Quelques modernes protestent contre cet ordre, voilà, et voudraient qu'on étudiât la logique qu'en s'exerçant aux autres sciences philosophiques ou qu'après les avoir apprises. Comme si le chirurgien devait n'étudier l'anatomie qu'en s'exerçant ou après s'être exercé à l'art de trancher dans le malade. Tiens, il y a un autre ici, oui. C'est quoi? Oui, je vais pas dans le livre. Ah oui, c'est... Bon, il dit même, Maritain dit, il est absurde, oh non, Aristote le dit. Il est absurde, disait Aristote, de chercher en même temps la science et les conditions de la science, ou le mode de procédé qu'elle doit employer. Atopon, donc c'est absurde, ama, zeiten, epistemen, kai tropon, epistemes. Donc il est absurde de chercher en même temps zeiten, c'est chercher, hein, epistemen, kai tropon, epistemes. Chercher en même temps la science et les conditions de la science. Ou le mode de procédé qu'elle doit employer, voilà. Après cela, donc Aristote dit que c'est absurde. Bon. Ça veut dire que les gens étaient bien disciplinés à l'époque. Hein. C'est vrai qu'en Grèce, il y avait Sparte. Et Sparte, c'est
Une éducation spartiate, on dit spartiate. Hein. C'est quelque chose. Hein. Donc pour lui, c'était inimaginable qu'on ne pouvait pas faire cet effort. Quoi. C'est normal. Vous faites cet effort, puis c'est tout. Et pas de commentaire, voilà. On le fait, puis hop, exécution. Comme dans l'armée. Oui. Après cela, ayant bien en main son instrument, le philosophe peut s'appliquer à son travail. Et nous savons en quoi consiste ce travail. Acquérir la science des choses par leur principe suprême. Voilà. Acquérir la science des choses par leur principe suprême. Des choses, ça veut dire de toutes les choses. Mais n'y a-t-il pas pour nous, quant à la fin poursuivie, deux ordres différents de connaissances? On s'est rendu compte de ça, après un certain temps. Nous pouvons par exemple nous servir de nos yeux dans la seule intention de voir et de jouir ainsi de la contemplation des choses. Et nous pouvons aussi en servir aussi pour l'utilité de notre vie. De même, nous pouvons user scientifiquement de notre raison pour la seule joie de connaître. Et c'est pour ça qu'Aristote dit, pour philosopher, il faut être riche. Il faut avoir des esclaves qui font le travail et puis vous avez le temps de philosopher. C'est encore une justification de l'esclavage. Bon. Donc l'Église a toléré l'esclavage contre sa volonté, enfin avec un petit peu contre-goût, n'est-ce pas, avec un dégoût. Elle a accepté au début, mais tout en disant que puisque la loi de Christ est aimer son prochain comme soi-même, on va traiter son esclave comme son frère. Donc finalement, c'est pas l'esclavage. On est obligé de le traiter comme son frère. Et l'humanité demande même de le considérer plus vaillant, plus vertueux que nous. Hein. Donc si vous êtes chrétien, l'esclavage va s'évanouir automatiquement. Hein. Mais Saint Paul a évité de faire la révolte pour déstabiliser tout un empire. Hein. Mais en tout cas, l'esclavage, si les chrétiens, il va s'arrêter quand même. Hein. Il faut faire à un autre ce qu'on voudrait qu'on fasse à soi-même. Alors, c'est évident alors. Vous voyez? Donc ça se résout de soi-même. Ça se résout de soi-même. Donc pour la seule joie de connaître, les sciences que nous acquérons alors seront pour le seul connaître. Ça s'appelle l'ordre des sciences spéculatifs. Et si une science, donc il y a la philosophie spéculative, si une science spéculative veut rendre raison des choses par les principes suprêmes, elle aura pour fin ce qui est principe suprême dans l'ordre spéculatif, à savoir les causes premières de tout ce qui est. Causes premières naturellement connaissables. Voilà. Philosophie spéculative. Ou nous pouvons user scientifiquement de notre raison pour le bien de notre vie. Les sciences que nous acquérons alors seront pour procurer par quelque action le bien de l'homme. Pas la vérité, mais le bien. Donc il y a la philosophie pratique ou morale. Donc c'est l'ordre des sciences pratiques. Et si une science pratique veut régler l'action de l'homme par les principes suprêmes, elle aura pour fin ce qui est principe suprême dans l'ordre pratique, à savoir le bien absolu de l'homme. Bien absolu naturellement connaissable. Ce sera la philosophie pratique, appelée aussi morale ou éthique. Et ça a toujours allé ensemble. Hein. Parce que le sage, c'est celui qui connaît les choses les plus profondes, mais qui agit aussi en conséquence. Sinon, c'est pas sage. Il n'est pas sage. S'il fait des bêtises, s'il fait n'importe quoi, c'est quelqu'un qui sait toutes choses, mais il se comporte comme quelqu'un, enfin, comment dire, des libertins, hein, des libéral, déboussolés, relâchés, voilà, relâchés. Ça fait un petit peu drôle, n'est-ce pas? Et le relâchement va mettre des ordres dans sa pensée. Hein. Un relâché, comment est-ce qu'un relâché peut penser convenablement? Parce qu'on fait quand même un tout, n'est-ce pas? Il y a des relations entre la volonté et l'intelligence, l'intelligence et la volonté.
Donc c'est presque automatique, il y a quand même une influence bénéfique de bien penser sur le bien agir et de bien agir sur le bien penser. Donc la morale ou l'éthique, la philosophie pratique. Je crois qu'il y a encore une distinction à faire, n'est-ce pas? On peut utiliser aussi la connaissance pour des causes pratiques. Je vais utiliser la logique pour mieux exercer mon métier. Voilà. Pour mieux disputer et convaincre les autres. C'est quand même aussi pratique. Donc il y a la logique spéculative et pratique, ça veut dire la logique mise en pratique dans la dispute pour avoir raison. Donc il y a bien des sciences pratiques en dehors de la morale. La médecine par exemple, qui vise à procurer la santé de l'homme. Mais donc la médecine est pratique, et sur un malade, on s'en rend compte. Par ces sciences, mais ces sciences ne visent pas le bien pur et simple, le souverain bien. Ils ne s'occupent pas du souverain bien, ils posent comme bien la santé. Mais est-ce que c'est le bien suprême? Ah non, parce qu'il serait au tombeau, n'est-ce pas? Après, c'est fini. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Alors qu'est-ce que l'âme a de profit qu'elle a eu un corps en bonne santé si elle n'a eu pas autre chose? On ne sait pas le bien suprême. Donc elle vise tel bien particulier de l'homme. Vous savez que la santé, c'est le plus grand bien matériel. Parce que si on n'a pas la santé, on peut jouir d'aucune autre chose matérielle. Mais l'homme n'est pas seulement matière. Elle ne procède donc pas, dans l'ordre pratique auquel elle appartient, par le principe suprême, donc ces sciences. C'est pourquoi elles ne sont pas des philosophies. L'éthique ou morale philosophique est ainsi la seule science pratique qui mérite le nom de philosophie. Il y a aussi la morale théologique, bien sûr. La morale évangélique, elle est théologique parce qu'elle a été révélée par Jésus-Christ. On peut pas. C'était très difficile pour les philosophes pour trouver l'humilité et la douceur. Hein. Et j'ai dit apprenez de moi parce que humble et doux de cœur. J'en parle justement de ces deux choses. Pourquoi? Parce que voilà, c'est le sommet des vertus qui soutiennent les deux amours. L'humilité soutient l'amour de Dieu et la douceur l'amour du prochain. Et l'amour, c'est la loi la plus haute, c'est le sommet de l'éthique, selon encore la révélation. Et voilà. Mais la douceur était considérée comme une faiblesse et l'humilité aussi. Ils avaient du mal à voir que l'humilité c'est une force, n'est-ce pas? Et la douceur aussi. La douceur c'est pour les femmes et pour les enfants, l'homme va être fort. La douceur. Mais avec une douceur, on peut conquérir les âmes, les cœurs des hommes, pour les convaincre. C'est très fort la douceur. Hein. On peut, et si on a le cœur, on a tout l'homme. Si on veut, si on veut conquérir quelqu'un, enfin, conquérir dans le bon sens, éventuellement, on peut encore en abuser aussi. La douceur, c'est très fort, n'est-ce pas? Très fort. C'est une force. Force pour acquérir la sympathie, l'amitié de quelqu'un. Si la douceur est vertueuse, si elle n'est pas efféminée, si elle est viciée. Donc il n'y a pas normalement de l'amour sans douceur, finalement. Le vrai amour. Dans le vrai amour, il y a toujours quelque part une partie de douceur. Si on est dur l'un à l'autre, il n'y a pas. L'amour, il y a seulement dureté. Parfois, il faut être dur, mais c'est par bonté qu'on est dur. C'est encore pour rendre l'autre fort, pour réussir dans la vie. Hein. Mais la douceur a sa place. Donc ces sciences ne visent pas le bien pur et simple et le bien souverain. Deuxième note, notez que si l'éthique ou la morale vise à procurer un autre bien que le seul bien de connaître, néanmoins elle demeure une science vraiment et proprement dite. C'est-à-dire qu'elle consiste à savoir, à connaître, hein,
Elle a pour règle la vérité, ce qui est, et procède par mode démonstratif, en résolvant des conclusions en leurs principes. En d'autres termes, elle est pratique par sa fin. Le but est pratique. Comment je dois agir, hein? Connaître pour procurer le bien de l'homme en réglant ses actions. Si on n'a pas la morale philosophique, on a au moins la prudence, n'est-ce pas? Une certaine prudence. La prudence, c'est la lectaratio agibilium, la droite raison des choses à faire. Qu'est-ce que je dois faire ici et maintenant? C'est la prudence, ici et maintenant. C'est pratique, hein? C'est un savoir, mais qui règle l'agir. On est à cheval sur le savoir et l'agir. Donc c'est savoir comment faire. C'est pour ça que c'est une science pratique. Mais en tant que science vraiment et proprement dite, donc elle est pratique par sa fin, mais en tant que science science vraiment et proprement dite, elle demeure spéculative. Ça veut dire, c'est quand même connaître. Donc c'est savoir pour agir, mais c'est savoir quand même. Alors notez aussi que les sciences pratiques sont évidemment subordonnées aux sciences spéculatives. Premièrement, en ce sens qu'elles supposent avant elles, sinon quant à leur genèse dans le temps, au moins quant à la nature des choses, les vérités établies par les sciences spéculatives, qu'elles appliquent au bien de l'homme. Ainsi, la médecine, comme science des guérir, suppose avant elle l'anatomie, qui n'est pas pratique. Hein. L'anatomie, on peut rien faire, enfin, on peut l'utiliser quand même. Peut-être bien dans les sciences, dans les arts martiaux, il faut connaître le truc. Vous allez voir qu'ici, c'est très fort, etc. Il y a des faiblesses, hein, etc. Donc, bon, on peut encore utiliser l'anatomie, mais en soi, c'est une science plutôt spéculative, hein, l'anatomie. Deuxièmement, en ce sens qu'elles sont, comme sciences, inférieures en dignité aux sciences spéculatives, lesquelles sont recherchées pour elles-mêmes. La chose qui est cherchée pour elle-même est plus noble que quelque chose qui est cherché pour autre chose. Ça sert à. Hein. Le but est plus noble que le moyen, parce que le moyen est au service du but. Hein. Donc, bonne par elle-même. Tandis que les sciences pratiques, étant cherchées pour le bien ou l'utilité de l'homme, ne sont bonnes que par rapport à ce bien ou à cette utilité. On va par là que la philosophie au sens tout à fait strict du mot est la philosophie spéculative, et avant tout la philosophie première ou métaphysique. Voilà. La logique étant la science qui introduit à cette philosophie, et la morale, celle qui se détache d'elle pour traiter spécialement de ce qui intéresse le bien de l'homme. Bon, il ne faut pas oublier non plus que le bien est important. Hein. Parce qu'à quoi ça sert de savoir si on n'agit pas bien? Alors on se damne. Donc, c'est aussi pratique. Hein. Pratique, c'est où est-ce qu'on va arriver pratiquement dans le ciel ou dans l'enfer. Donc avec toute la science qu'on a, on peut tomber dans l'enfer. Donc faut faire quand même attention. Il ne faut pas négliger non plus la morale. Mais ce qu'il veut dire, en d'autres mots, la philosophie vous dira nihil volitum nisi precognitum. Rien n'est voulu, rien n'est voulu si ce n'est pas connu avant. Nihil volitum, rien n'est voulu, nisi precognitum. Ça veut dire que la science est plus noble parce qu'elle est première. Mais peut-être la volonté plus importante. On voit ça dans la surnature. La foi est absolument nécessaire. Sans la foi, on ne connaît rien. On sait rien. Mais la foi engendre l'amour parce qu'elle nous informe que Dieu, ce que Dieu est, ce qui est amour, qui veut nous donner le ciel, etc., et qui est infiniment aimable. Et c'est un peu dit quand même que la charité est plus importante, plus noble que la foi. Voilà. L'amour est plus importante, la reine.
Donc de ces droits, c'est 1 Corinthiens 13. Il y a la foi, l'espérance, la charité. Mais de ces trois, il reste que la foi. Le plus haut, c'est la foi, l'espérance, la charité. Mais de ces trois, la charité est la plus haute. Et c'est l'amour qui unit proprement à Dieu. La substance de l'âme, finalement. La foi unit l'intelligence à Dieu parce qu'elle fait participer à sa connaissance par révélation. La mémoire est unie à Dieu par l'espérance, n'est-ce pas? On garde les promesses et les richesses qu'on fait, les richesses qu'on fait à savoir, ça veut dire les trésors dans le ciel. Mais c'est l'amour qui unit proprement l'âme à Dieu, définitivement. Et c'est la proportion de l'amour qui va décider de votre éternité. Et là, l'amour passe par la volonté. Finalement, c'est la relation entre l'intelligence et la volonté. Qu'est-ce qui est le plus noble des deux? Ouais, ouais. Saint Thomas va dire l'intelligence, hein, parce qu'on parle de vision béatifique, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'en Dieu est le plus important? Le Fils ou le Saint-Esprit? Finalement, ils sont tous les deux aussi nobles. Mais c'est vrai que le Fils souffle le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit dépend du Fils, comme le Fils dépend du Père. C'est la seule chose qu'on peut dire. Mais pour le reste, le Saint-Esprit, autant Dieu que le Fils. Donc c'est toujours très, très délicat. Et puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, et l'intelligence, mémoire et volonté, c'est justement l'image du Père, du Fils, Saint-Esprit, de dire quel est le plus important, l'image, l'intelligence ou la volonté, c'est de dire quel est le plus important, le Fils ou le Saint-Esprit. Donc, je répète, la seule chose qu'on peut dire, c'est le Saint-Esprit a besoin du Fils pour exister et du Père, et le Fils a besoin du Père pour exister, mais il existe de toute éternité, et ils sont tous les deux Dieu, n'est-ce pas? Donc, ils sont à besoin, oui, bien sûr, parce qu'ils procèdent l'un de l'autre. Et pour le reste, il y a inégalité totale, n'est-ce pas? Donc, moi, je ne vais pas trop m'engager dans ces discussions, quel est le plus important, parce que si on va, pour connaître le fond des choses, allez voir son image en Dieu. Alors, vous allez comprendre tout, n'est-ce pas? Mais c'est ça. Le Fils est avant, pas avant, parce qu'il est avant, mais le Fils engendre, enfin, souffle le Saint-Esprit, c'est tout ce qu'on peut dire, quoi. Mais le Saint-Esprit est Dieu, alors, autant que le Fils. Pas moins, pas plus. Vous voyez? Donc c'est un peu délicat de parler de ces choses-là. Mais voilà. Alors, pouvons-nous maintenant déterminer Alors, pour être tout à fait complet, parce qu'on est dans le sujet, saint Thomas avoue quand même que sur Terre, la volonté a une importance plus grande. Pourquoi? Parce que l'amour est dans la volonté. Et la volonté est capable de capter Dieu totalement, n'est-ce pas? Mais pas l'intelligence. On ne peut pas dire sur Terre, Dieu, je vous connais totalement. Mais je peux dire, Dieu, je vous aime totalement. Vous voyez la différence? Donc il dit ici sur terre la volonté est reine, mais dans le ciel ce sera l'intelligence qui sera reine. Hein? Voilà. Parce que la vision béatifique va la capter autant que la volonté va la capter. N'est-ce pas? La volonté va suivre l'intelligence. Alors celui qui suit, il y a une certaine subordination quand on suit, n'est-ce pas, quand on précède. Hein? Donc c'est ça pour être complet. Hein? Vous avez toutes les distinctions. Voilà. Alors, pouvons-nous maintenant déterminer d'une façon plus précise l'objet de ces trois grandes parties de la philosophie? La grande partie. Donc la logique, la philosophie spéculative et la philosophie pratique. Alors, sur quoi une science qui vise à procurer le souverain bien, donc on parle maintenant de l'éthique, le souverain bien de l'homme doit-elle porter avant tout? Sans doute sur les choses dont dépend essentiellement l'obtention de ce bien.
Parce que c'est l'obtention de ce bien qu'on arrive à ce bien. Alors si on a ce bien, on est dans le bien de l'homme. On est dans le bonheur. Et tout le monde cherche le bonheur. Et ça, c'est fondamental. C'est un premier principe dans la volonté, n'est-ce pas? Il y a les premiers principes de l'intelligence, mais il y a aussi les premiers principes dans la volonté. Tout le monde cherche à son bonheur. Ça, c'est inévitable. Ça, c'est dans la nature. Il ne faut pas le prouver non plus. Il ne faut pas le prouver. Tout le monde cherche son bonheur. Et si on se damne, c'est qu'on a cherché mal son bonheur. On a pensé que ce péché, cette jouissance, est mon bonheur. Et on s'est damné. On s'est menti à soi-même. Donc encore, le pécheur cherche son bonheur dans le péché, quoi. Dans l'argent, l'honneur, les femmes, je sais pas quoi. Donc voilà. Mais on ne peut pas s'empêcher, la volonté est faite pour le bien. C'est son objet immédiat, naturel. Hein. Comme l'objet de l'intelligence, c'est l'être, la connaissance de l'être. Voilà. Donc, l'obtention de ce bien. Parce que si on n'a pas le bien, on n'est pas heureux. Et le but de l'homme, c'est le bien, donc il faut atteindre ce but. Sinon, on n'a pas le bien, on est dans le mal. Et dans le mal, on se sent mal. Voilà. On est mal. Mais ces choses-là ne sont-elles pas les actions que l'homme accomplit en tant qu'il use librement de ses facultés? Ou en d'autres termes, des actes humains comme tels? Eh bien, je viens de dire déjà un principe, n'est-ce pas, fondamental. C'est pas dans le texte, mais je vous ai dit en avance, mais on va en parler. Hein. Il dit que la volonté ne peut pas s'empêcher de chercher le bien, n'est-ce pas? Alors, où est alors le choix de l'homme, la liberté? Eh bien, c'est dans comment l'obtenir, dans l'obtention de ce bien, justement. Là, on est libre. On n'est pas libre de choisir si on veut être heureux ou pas heureux. Tout le monde veut être heureux. Et si quelqu'un cherche son malheur, c'est qu'il, dans ce malheur, il pense, il s'imagine, il se trompe, trouver un certain bonheur. Toujours. C'est inévitable. Si quelqu'un se suicide, il veut encore chercher un bonheur parce qu'il veut se débarrasser d'un malheur. Il ne se rend pas compte qu'il tombe dans un plus grand malheur, le purgatoire ou l'enfer normalement, donc il ne se rend pas compte. S'il se rendrait vraiment compte qu'il tombe dans une plus grande souffrance, il n'y a personne qui va le faire. Hein. Parce que le suicideur, justement, il veut se débarrasser de la souffrance. Et s'il voit que c'est en souffre encore plus, il ne va pas le faire. Et même un sadique, n'est-ce pas, qui cherche à souffrir, mais il ment, il est sadique justement parce qu'il trouve un plaisir dans la souffrance. C'est ça la déviation du sadisme. Le sadisme a un plaisir dans la souffrance des autres. Et si c'est soi-même, il est masochiste. Donc le sadique, c'est quelqu'un qui trouve un plaisir, donc un bonheur, très vil, n'est-ce pas, mais c'est un bonheur, un plaisir, c'est un certain bonheur. Certain, enfin, oui. Et voilà. Donc l'obtention de ce bien, là on est libre. Pour l'obtention, comment, qu'est-ce qu'on va choisir? Parce qu'on a plusieurs moyens pour y arriver au but. Hein. Et c'est là où la vertu et le péché, donc la vertu et le péché, la bonne action et la mauvaise action. Mais tous veulent le bonheur. Alors là on est libre. En d'autres termes, des actes humains comme tels. Disons donc que la philosophie morale a pour objet formel les actes humains. Voilà. Une définition de l'éthique. Alors, deuxième grande partie, la philosophie spéculative. Sur quoi maintenant une science qui vise à connaître les choses par leur première cause doit-elle porter avant tout? Sur quoi? Sans doute sur ce qui, dans les choses, dépend directement de ces causes. Sur ce qui, dans les choses, dépend directement de ces causes premières. Mais ce qui, dans les causes, dépend directement de ces causes premières, ou des causes les plus élevées, ne sait pas ce que les choses ont elles-mêmes de plus essentiel. De plus essentiel. C'est leur essence. Le plus profond qu'une chose, c'est son essence. C'est-à-dire leur être.
L'essence, c'est ce qu'ils sont. Et la substance, c'est l'essence pour autant qu'elle existe et subsiste. Substance, subsiste. Essence, subsiste, substance. Leur être. Donc essence et substance, c'est le plus essentiel, la cause le plus profonde. Et ce qui est le plus répandu en toutes choses. Donc les universaux, on va parler des universaux. C'est-à-dire, encore, l'être. Ce que les choses ont plus en commun, c'est l'être, c'est qu'ils existent, c'est qu'ils sont. L'être. Qui ne manque à aucune chose qui existe. Qui est. Et même si les choses ne sont pas, ils sont encore dans l'imagination comme être de raison. Ils n'existent pas en tant que substance, mais ils existent en tant qu'être de raison. C'est une existence très, très éphémère, mais c'est quand même une sorte d'existence. Mon idée, c'est une réalité, n'est-ce pas? Enfin, dans ma tête. Je veux dire, c'est une réalité que j'ai des idées. Je mentirais si je dirais que c'est pas des idées. Donc, avoir des idées, les idées sont quand même une réalité. En tant qu'idées. Oui. En tant qu'idées, ils existent en tant qu'idées. Mais pas en tant que l'idée se propose, ça n'existe pas dans la réalité matérielle. Hein. Voilà. Donc il faut voir ça la chose. Oui. Sinon, on n'aurait pas des idées s'ils n'existaient pas. Si les idées n'existaient pas, on les aurait pas. On peut pas avoir ce qui n'existe pas. Donc j'ai des idées, ça veut dire que ça existe en tant qu'idée. Hein. Ça, il faut voir. Donc la philosophie s'occupe de ça, n'est-ce pas? Donc, disons donc, le plus commun à toute chose, c'est l'être. Mais on a déjà vu qu'il y a plusieurs manières d'être. Être substantiellement ou accidentellement et être des raisons. Il y a déjà trois êtres que je viens d'expliquer, trois façons d'être. Hein. Disons donc que la philosophie spéculative a pour objet formel l'être des choses. Voilà. La philosophie spéculative considère d'ailleurs l'être des choses de différentes manières. Une question, si la philosophie parle du néant, on peut en parler. Alors, si on parle de néant et le néant a un nom, alors il existe. Est-ce qu'on peut avoir une idée du néant? Pensez au néant. Le mot. Hein, le mot. Le signe. Donc ici, il désigne rien. Oui, il désigne rien, parce que le néant, c'est rien. Mais il désigne rien, ça veut dire il dit quand même quelque chose. Oui, oui, c'est ça. Donc ça, c'est très subtil de parler d'humain. Donc il faut faire attention si on parle de néant. Mais vous voyez que l'intelligence humaine est capable de faire, c'est magnifique. Hein. On peut même parler. Donc le néant, c'est rien, mais on peut en parler comme si c'était quelque chose, mais tout en sachant que c'est rien. Et c'est ça qui est très dangereux parce qu'il y a des philosophes qui ont joué avec ça et qui disent que le néant, c'est quelque chose. Ah non, ça va trop vrai. Ça. Le néant, c'est pas d'émission, c'est néant, c'est rien. Justement. Oui. Rien, c'est dans mon tête. Dans ma tête, oui. Non, mais rien est aussi dans la. Donc, il y a rien ici, on peut dire. Il y a rien ici. Ça veut dire ici, par exemple, sur Mars, il n'y a pas de vie. Il n'y a rien de vie. Donc c'est quand même à Mars, c'est pas dans ma tête, c'est à Mars qu'il n'y a rien, il n'y a pas de vie. C'est quoi la différence entre rien, néant et non-être? Oui. Non-être, néant. Oui. Si on néant. Pourquoi l'expression non-être, c'est plus scientifique que néant. Pour confondre un agnostique, par exemple. Ça n'est pas. Oui, ça n'est pas. C'est un vide. Donc, on ne va pas parler maintenant, parler de néant, parce qu'on parlera plus efficacement que si on a vu la psychologie, etc. Mais c'est quand même très intéressant, n'est-ce pas? Donc, il faut faire attention. Hein. Le langage est un instrument extraordinaire. Hein. Pourquoi le langage est si fort, n'est-ce pas? Est si fort. On arrive à dire des choses qu'on peut même penser. Hein. On peut dire Dieu est infini, on peut dire, mais on ne peut pas penser l'infini. Pourquoi le langage est si fort? Parce que, justement, c'est en Dieu. Dieu est le langage. Le verbe, c'est Dieu. Et c'est pour ça que le langage est si puissant et si important, parce que Dieu est le langage.
Et le langage de nous, c'est une image de Dieu. Et tout ce qui est image de Dieu est très fort. N'oubliez pas que Dieu est langage. Un seul mot, une seule parole, mais c'est langage. C'est Dieu qui exprime en soi sa connaissance. C'est le Verbe. La nature la plus profonde de Jésus, en tant que Dieu, c'est être langage, le Verbe, Verbum. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, le langage. Langage divin, bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important. Mais langage, justement, c'est le Fils du Père, il exprime la réalité, sinon c'est du baratin. Et langage ne peut pas être stérile, il souffle le Saint-Esprit. Il va porter l'amour au bien. Ça, c'est le vrai langage. Langage qui exprime la réalité et qui porte au bien. Vous voyez, si on monte tout à Dieu, on vient vraiment, c'est magnifique, hein. C'est très important cette Trinité. C'est dans le triangle ce qui met la stabilité en tout. Hein. Et le diable essaie justement de limiter ce triangle. C'est le singe. Voilà, donc on revient à nos moutons ici. Je vais reprendre. Donc la philosophie spéculative a pour objet formel l'être des choses. La philosophie spéculative considère d'ailleurs l'être des choses de différentes manières, comme on vient de voir, à des points de vue, degrés d'abstraction plus ou moins élevés. Elle considère soit l'être des choses avec les propriétés sensibles, je veux dire ce qui est matériel, de celle-ci, ens mobile, ens l'être mobile, parce que ça bouge. La matière est toujours en mouvance, parce que ça engendre, ça vient, ça part. Tout ce qui est matériel, ça va disparaître. C'est pour ça que notre corps est corruptible. Et si notre corps est incorruptible, c'est parce qu'il y a autre chose qui le tient. Il y a une intervention divine qui le tient en existence. Par exemple, dans l'Éden, dans le paradis terrestre, c'était l'arbre de vie. C'était le fruit d'arbre de vie qui tenait le corps humain en existence, n'est-ce pas? Et après la résurrection, ce sera l'âme qui sera tellement divinisée qu'elle aura une force à tenir le corps ensemble et en bon état pour l'éternité, dit saint Thomas. On n'aura plus besoin d'arbre de vie pour tenir notre corps en vie après la résurrection, parce que ce serait de la matière. Et on voit que toute matière, elle vient et part. Elle se compose et elle décompose. C'est le propre justement de la matière. C'est pour ça qu'on l'appelle ens mobile, n'est-ce pas? C'est toujours en mouvance, n'est-ce pas? Ce sera plus de la matière, ce sera un corps glorieux. Non, c'est de la matière, mais glorifiée. Ouais. Mais de la matière. C'est déjà bien dit, je ne suis pas un chimère, je ne suis pas un fantôme, je mange, regarde, je mange, pour prouver que c'est matière. Je suis déjà un corps. C'est de la matière. Mais spiritualisée, glorifiée. Donc, elle considère soit l'être des choses avec les propriétés sensibles de celle-ci, ens mobile, soit l'être des choses avec les seules propriétés de la quantité, ens quantum. C'est plutôt la mathématique qui voit les quantités. Soit l'être des choses avec les seules propriétés de l'être. Être en tant qu'être, c'est plutôt la métaphysique. Donc les propriétés sensibles, c'est plutôt la physique. L'être quantitatif, c'est plutôt la philosophie mathématique. Et l'être en tant qu'être, c'est plutôt la métaphysique. Être en tant qu'être, ens in quantum ens, en tant qu'être. Donc ens mobile, c'est pour la physique. Ens quantum, c'est la métaphysique, la mathématique. Et ens in quantum ens ut ens, ou ens in quantum ens ut ens, c'est la métaphysique. De là, les trois grandes divisions, la philosophie spéculative elle-même. Voilà. Troisièmement, sur quoi enfin une science qui étudie la raison comme instrument de parvenir au vrai doit-elle porter avant tout? Sur quoi? Sans doute sur ce qui est manié ou manipulé par nous lorsque nous raisonnons. Or, ce qui est manié ou manipulé par nous lorsque nous raisonnons, n'est-ce pas les choses mêmes?
Car lorsque nous disons, par exemple, l'homme est supérieur aux autres animaux parce qu'il possède l'intelligence, hein, citation, fin de citation, c'est bien cette chose même, l'homme, que nous tenons en notre esprit et à laquelle nous joignons ou attribuerons ces autres choses, intelligence et supériorité. On va les mettre ensemble, on va les considérer qu'elles vont ensemble. Mais l'homme que nous manipulons ainsi dans notre esprit, évidemment, n'est pas l'homme tel qu'il existe ou peut exister dans la réalité des choses. Sinon, notre cœur ne serait pas assez grand pour mettre tout un éléphant. On pense à un éléphant et mettre un éléphant dans le crâne. C'est ridicule, n'est-ce pas? Donc, l'homme est en nous dans une autre manière d'être, être des raisons, abstraction. Il n'est pas question de saisir un monsieur dans la rue pour lui souder un attribut non plus. Afin que notre esprit puisse travailler sur elle, les choses ont en lui une manière d'être qu'elles n'ont pas et qu'elles ne peuvent pas avoir dans la réalité dans laquelle existent elles-mêmes les choses. Elle existe là en tant que connue dans notre intelligence, en tant que connue, attribuées les unes aux autres, divisées, réunies, enchaînées selon les besoins de la connaissance. Elle mène là une vie à part, qui a ses lois propres, n'est-ce pas? C'est sur cette vie dans notre connaissance à part, qui a ses lois propres, c'est sur cet ordre qui doit régner dans les choses en tant que connues, pour conduire et diriger l'esprit vers le vrai, donc la connaissance de la vérité, la réalité, que porte avant tout la considération de la logique. Et comme il s'agit là de quelque chose qui n'existe et ne peut exister que dans l'esprit, en tant que tel, ou de ce que les philosophes appellent un être de raison, nous dirons que la logique a pour objet formel l'être de raison. Ordre à faire régner entre les objets de concept qui dirigent l'esprit vers le vrai. L'être de raison qui dirige l'esprit vers le vrai. Et le vrai, c'est encore une relation. Hein. C'est la relation entre ma connaissance et la réalité. Connaître le vrai, ça veut dire connaître la réalité. Parce que si je connais vraiment, mon idée correspond avec, mon raisonnement correspond avec la réalité. Donc c'est mieux de parler de la réalité que de la vérité. Je connais la vérité, il vaut mieux dire que je connais la réalité. C'est plus correct. Parce que connaître la vérité, c'est connaître une relation entre votre idée et la réalité. Mais on connaît la réalité, c'est tout simple. Donc, et si je connais la réalité, je suis dans la vérité. C'est la vérité. C'est plus correct de dire j'ai la vérité en connaissant la réalité. Voilà. Par opposition à l'être de raison, qui ne peut exister que dans l'esprit, en tant qu'être de raison, mais qui a une relation à la réalité, sinon je suis fou. Hein. Ou sinon je sais que c'est un être de raison, une fantaisie, n'est-ce pas? Alors, parce qu'on peut penser sur des fantaisies. J'imagine quelque chose qui n'existe pas, ok, mais qui est un être fantastique. Eh bien, je peux penser sur cet être fantastique. Puis ça a de l'utilité. Hein. Parfois, il y a des gens qui la prennent pour réalité. Par exemple, le monstre spaghetti. Hein? Il y en a qui disent que le monstre spaghetti, c'est un dieu. Un monstre spaghetti, c'est n'importe quoi. Ce sont finalement des athées qui ridiculisent l'idée de Dieu. Donc, par opposition à l'être de raison, qui ne peut exister que dans l'esprit en tant que tel, le genre animal ou l'espèce homme, par exemple, le genre animal comprend l'homme et la brute. Hein? Donc l'homme est une espèce animale, un animal raisonnable. Donc avec l'animal, il a commun avec les autres animaux.
dans le genre animal, mais sa raison lui rend une espèce spéciale parmi les animaux. Il y a parmi les animaux, les mammifères, une espèce spéciale, ce qui est l'homme. Un genre spécial. Hein? Un genre spécial. C'est une espèce en tant que telle. Pardon, pardon, non, le genre, on parle de genre, animal c'est le genre, et l'homme c'est l'espèce. Ouais. Ou l'humanité, je veux dire, les hommes sont l'espèce. Par exemple, homme, mais homme est l'espèce de Pierre. Pierre est le genre de Pierre, c'est animal, et l'espèce, c'est homme. Voilà. On appelle être réel ce qui existe ou peut exister dans la réalité. Ou peut exister dans la réalité. Par exemple, on pourrait avoir un enfant, un couple dit qu'on pourrait avoir un enfant, mais on parle d'une réalité, quelque chose qui pourrait rester dans la réalité. Une possibilité qui peut dans la réalité. L'animal, par exemple, l'homme, la nature humaine. Tout animal est mortel. La nature humaine est faillible. Voilà. Ce sont des êtres réels. Donc on parle d'être raison et être réel. Mais l'être des raisons, c'est un moyen que j'utilise pour connaître les réels. J'en ai besoin, c'est un instrument. Voilà, conclusion cinquième, n'est-ce pas? Donc la conclusion cinquième, parce qu'on a eu plusieurs conclusions là-bas avant. À chaque fois j'ai dit, il a la conclusion du chapitre. C'est bien, c'est la conclusion du chapitre. La philosophie se divise en trois grandes parties. Premièrement, la logique, qui introduit à la philosophie proprement dite, et dont l'objet est l'être des raisons, qui dirige notre esprit vers le vrai, ou la réalité, en vérité. Deuxièmement, la philosophie spéculative, ou simplement la philosophie, qui a pour objet l'être des choses, l'être réel. Troisièmement, la philosophie pratique, ou morale, éthique, qui a pour objet les actes humains. Ils sont très importants parce que le but de l'homme, c'est justement d'être heureux. À quoi ça sert d'être philosophe et être malheureux, n'est-ce pas? On est malheureux avec sa philosophie, c'est malheureux. Donc là, vous voyez l'importance de l'éthique quand même. Voilà, on a fait un petit tour. On va prendre une petite pause de 5 minutes peut-être, parce on va continuer tout de suite avec les principaux problèmes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais voir le chatter. Non, il n'y a pas de questions. Il y a 3 personnes qui participent par Internet, donc on revient tout de suite. Voilà. À tout de suite. 5 minutes.
Voilà, bienvenue. On continue maintenant avec le chapitre les principaux problèmes. Les principaux problèmes, voilà, ou les premiers problèmes, ou plutôt les éléments de solution, de connaissance de la vérité, de la réalité. C'est donc trois domaines, la logique, la philosophie spéculative et la philosophie pratique. Demandons-nous maintenant, en nous plaçant simplement en face des choses, de toutes choses, quels sont les principaux problèmes qui doivent solliciter l'esprit? Bon, j'aime pas trop le mot problème, mais enfin, c'est Maritain qui l'a choisi. Bon, ça veut dire le domaine de la connaissance. C'est un problème parce qu'il y a quand même un point d'interrogation. On ne les connaît pas, dans ce sens, c'est un problème. Des défis, disons, des défis. Solliciter l'esprit dans les diverses parties de la philosophie. Il ne s'agit pas ici de chercher à résoudre ces problèmes, ce sera l'objet du cours lui-même. Ça veut dire d'arriver à le point d'interrogation. Donc, on a un point d'interrogation et puis on arrive à un point d'exclamation. Ça veut dire on explique, on a compris la chose. Mais en les formulant, nous commencerons déjà à faire œuvre de la philosophie, de philosophe, et nous trouverons en chemin l'occasion d'établir quelques notions utiles. Donc c'est le cours A. Le cycle A, après on fera un cycle B. Hein. Peut-être aussi découvrirons-nous l'enchaînement logique des grandes questions philosophiques et comprendrons-nous par là la nécessité profonde de l'ordre établi, donc l'ordre établi entre elles par Aristote, ordre trop souvent méconnu dans les ouvrages d'exposition. En procédant ainsi, nous donnerons à l'introduction générale, donc c'est le livre, hein, éléments de philosophie, introduction générale à la philosophie. À l'introduction générale à la philosophie plus d'étendue et plus d'importance qu'on ne le fait d'ordinaire. Donc c'est Maritain qui parle. Hein. Mais il convient de noter que les erreurs de principe, les difficultés et les confusions préjudicielles qui de nos jours préoccupent les esprits au seuil même de toute discipline, à son époque en tout cas, exigent que l'introduction aux diverses sciences, et tout spécialement l'introduction à la philosophie, reçoivent un développement particulier. Donc il y a maintenant les erreurs de principe, les difficultés et les confusions préjudicielles. Voilà. On s'attaque même au principe. C'est très grave, n'est-ce pas? Les principes qui sont évidents d'eux-mêmes. Oui. On les met en question, c'est très embêtant, n'est-ce pas? C'est la folie, finalement. Hein. L'autre fois, j'ai dit il disait que la causalité, le principe de causalité, selon certains agnostiques, c'est dans notre tête. Ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est nous qui posons que tout doit avoir une cause. Mais enfin, c'est pas... Donc on dit, s'il y a de la fumée, c'est qu'il y a du feu. C'est une expression. Mais pour eux, c'est de notre tête. Ah non, c'est objectif. Si la fumée ne vient pas derrière, n'est-ce pas? Donc, faire la connexion entre les faits et les causes des faits, c'est de notre tête. C'est uniquement de notre tête, ils disent. Et c'est vrai, si c'est uniquement de notre tête, il ne faut pas chercher une cause première. Il ne faut pas chercher Dieu. Voilà. C'est facile. Hein, ouais, ouais. Non, mais ils mettent même en question les principes. Donc, ça se dégrade. Les introductions et les prolégomènes, ça veut dire ce qui est nécessaire pour aborder une étude avant qu'on l'aborde, n'est-ce pas? Prolégomène. Dans l'époque moderne,
a tant usé et abusé, encore, elle a essayé encore de vicier les introductions, les prolégomènes, sont d'autant plus nécessaires que les principes fondamentaux et les premiers éléments des sciences sont l'objet de plus de doutes et de méprises. Voilà. À chaque fois qu'il y a une attaque, il faut se défendre sur cette attaque. C'est normal. Donc maintenant, on attaque les choses les plus profondes, donc il faut encore aller à la défense de ces choses qui avant étaient tellement évidentes de soi-même, d'elles-mêmes, et maintenant il faut encore les expliquer. En outre, dans la philosophie, plus que dans toute autre science, il importe que l'introduction soit une vue d'ensemble, parce que cette science est une sagesse, et que la sagesse est elle-même une vue d'ensemble. Elle considère tout, la sagesse. Donc forcément, elle a une vue d'ensemble pour commencer. Avant, elle voit les détails, elle voit le tout d'abord. Elle essaie de voir le tout. On dit nous-mêmes, on risque par la multiplicité des arbres de ne plus voir la forêt. Et c'est comme un vice, c'est comme un mal, n'est-ce pas, de ne pas voir la forêt. On ne peut donc en donner une idée sans mentionner les diverses parties qu'elle enveloppe dans son unité. Je vais fermer la porte là. Donc, on ne peut donc en donner une idée sans mentionner les diverses parties qu'elle enveloppe dans son unité. Au point de vue pédagogique, remarquez qu'en faisant voir à 2 reprises, d'abord dans l'introduction, ensuite dans le cours proprement dit, le même ensemble aperçu d'abord superficiellement, ensuite approfondi, on suit le mouvement même selon lequel l'intelligence travaille et se développe naturellement. Voilà. L'intelligence de l'enfant qui se développe vers un adulte, elle fonctionne comme ça. Parce que l'enfant voit tout ce qui se passe, hein, mais il ne connaît pas aussi profond que les adultes dans la maison, par exemple. Dans la maison, l'enfant voit tout ce qui se passe dans la maison, hein, enfin, la plupart des choses quand même. Sauf les choses privées, mais enfin... mais les adultes voient la même chose, mais avec plus de compréhension, n'est-ce pas, donc, voilà. Dans la genèse de la connaissance humaine, il y a ce développement-là. Donc, cette section première, la logique. Ah. Donc, on va faire un petit peu de logique. Ensuite, il passe à la critique. La logique, dans la logique, il y a plusieurs. Bon, voilà, la logique. La logique étudie la raison comme instrument de la connaissance. Comme instrument. Comment se servir de cet instrument. C'est curieux que l'intelligence est capable de faire ça. L'intelligence, on va se servir de l'intelligence pour savoir comment se servir de l'intelligence. C'est quand même fort, hein? Oui. Mais c'est possible, tout à fait possible. Pour étudier un instrument complexe quelconque, une machine agricole par exemple, ne commencerions-nous pas par la faire fonctionner à vide, en cherchant comment nous servir d'elle, d'une façon correcte, et sans la détériorer. De même,
Donc voilà, j'ai justement parlé là, dans la pause, de la logique paraconsistante. Si vous voyez dans Google, logique paraconsistante, c'est proposé comme une nouvelle logique, une variation, une possible logique. Mais ça veut dire qu'elle n'est pas consistante. Para, ça veut dire à côté. Hein? Il y a normal et paranormal. Hein? Il y a la pluie et le parapluie. Celui qui le met en dehors de la pluie. Hein? Donc, paraconsistante, ça veut dire que c'est pas consistant. Mais si c'est pas consistant, c'est pas logique. Eh bien, on parle de la logique paraconsistante. Et selon eux, c'est une logique. Et si on approfondit la chose, si on a fait la logique, on peut voir que ce sont des sophismes, ce sont des faux raisonnements. Mais il propose ça comme une alternative de la logique. Regardez dans Google, logique paraconsistante. C'est moderne. C'est encore, vous voyez, c'est parce qu'il y a ici marqué, voilà, en cherchant comment nous servir d'elle d'une manière correcte et sans la détériorer. Eh bien, la logique paraconsistante va détériorer l'intelligence, va ne pas chercher à l'utiliser correctement. De même, il nous faudra avant tout déterminer comment nous servir de la raison d'une façon correcte, c'est-à-dire conformément à la nature du raisonnement. Nature vient de nashi, naître. Donc on a été créé comme ça, c'était fait comme ça. Comme une machine qui sort de la fabrique, il y a un mode d'emploi, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne, et pas autrement. Si on va l'utiliser autrement, on va casser la chose. Ou ça va pas fonctionner du tout. Donc, et sans la détériorer, il insiste. De là, ce premier problème, quelles sont les règles qu'il faut suivre pour raisonner correctement? Problème central de la logique mineure ou logique formelle. Après cela, n'étudierons-nous pas la machine en question, non plus à vide, mais dans son application à la matière même qu'elle doit travailler. Donc d'abord, par exemple, si on a une instruction pour apprendre à conduire une voiture, on va d'abord vous laisser la tourner à vide. Hein. Il faut mettre la clé dans ce trou-là, n'est-ce pas? C'est le contact, et puis vous tournez, et voilà. Et là, c'est l'embrayage. Si on a un embrayage, s'il n'est pas automatique, etc. Le frein à main, et voilà, on explique le tableau de bord. Hein. Et ensuite, quand on a expliqué tout, on va commencer à essayer de le faire rouler, quoi. Hein. Mais on fait la rouler pour rouler. On va encore, pas quelque part, on va pas faire des achats, des commissions, mais c'est rouler pour apprendre à rouler. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire aussi avec de l'intelligence. Enfin, je veux dire, avec la logique. Non pas à vide, mais dans ses applications à la matière même qu'elle doit travailler. Donc on va s'engager dans le trafic. D'abord sur un parking, et ensuite dans le trafic un petit peu simple, et ensuite dans une heure de pointe de plus en plus difficile. Voilà. Donc son application à la matière même qu'elle doit travailler, en cherchant comment nous servir d'elle d'une façon non seulement correcte, mais utile et efficace. Qu'on arrive vraiment à connaître la réalité. Utile et efficace. Donc pas de sophisme, n'est-ce pas? Les sophistes, c'était pas correct, n'est-ce pas? Ce qu'ils disaient, ils amenaient pas à la vérité, à la réalité, mais justement à la pensée de celui qui payait le plus. De même donc, il nous faudra examiner le raisonnement dans son application aux choses. Les choses, la réalité donc. En nous demandant
à quelles conditions le raisonnement est-il non seulement correct, mais encore vrai et démonstratif, et procure-t-il la science? Alors ça devient très intéressant, n'est-ce pas? On arrive au but, n'est-ce pas? Au bout. Hein? Problème central de la logique majeure ou la logique matérielle. C'est à quelles conditions le raisonnement est-il non seulement correct, parce que c'est la logique mineure, mais encore vrai et démonstratif, et procure-t-il la science? Par exemple, Hegel, dans ses livres Phänomenologie des Geistes, nicht wahr? Il y a, je sais pas, 33 tomes incroyables, mais il y a une logique formelle dedans. Hein? Donc c'est un raisonnement correct, mais le problème c'est dans la logique majeure. Donc il raisonne correctement, sinon il n'y a personne qui va le lire, n'est-ce pas? Il y a quand même un raisonnement correct. Mais il n'est pas vrai et démonstratif, il ne donne pas de science. Pourquoi? Parce que les points de départ sont faux. Et c'est ça la matière de la logique majeure. Par exemple, un autre exemple, Descartes, n'est-ce pas? Je l'ai dit. Hein, donc il est logique aussi. Si je doute, c'est que je pense. Si je pense, c'est que je suis. Si que je suis, voilà. Je suis, mais je constate que ma pensée est limitée et que je suis limité, donc je suis limité et je ne me suis pas fait moi-même, donc je viens d'un autre, donc Dieu existe. Ça c'est logique, hein? Mais logique matérielle, c'est qu'il met en doute tout. Et la logique matérielle dit non, ça ne va pas ça. C'est pas la méthode pour acquérir la science. C'est pas la méthode. C'est un raisonnement correct, mais le départ n'est pas correct. Donc votre raisonnement n'est pas vrai. C'est une folie de dire on peut mettre en doute les choses sensibles, les évidences sensibles. Voilà. Et ça va, donc voilà. C'est la matière de la logique majeure. Et Kant, c'est la même chose. Kant va dire on ne peut pas connaître les choses en elles-mêmes. Bon, je vois des phénomènes qui existent, oui, ça existe, mais je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment. La logique matérielle dit oui, on peut connaître les choses en soi. C'est ce qu'on appelle la métaphysique. La métaphysique est possible. La logique matérielle va dire la métaphysique est possible. Qu'on peut connaître les choses en soi. C'est dans cette partie de la logique que nous devrons étudier les méthodes des diverses sciences. Mais auparavant, un problème beaucoup plus grave se posera devant nous. Alors, quel problème? Eh bien, c'est le par quoi les choses sont-elles rendues présentes à notre esprit, en sorte que nous pouvons raisonner sur elles et en pratiquer la science. Et c'est par nos idées. Et les idées nous parviennent par l'intellect. Les idées sont dans l'intellect, sont acceptées, sont comprises par l'intellect passif, l'intellect possible plutôt. Mais avant d'arriver là, c'est l'intellect actif qui va faire l'abstraction de quoi? Eh bien, des éléments qui nous sont parvenus par les sens. Si quelqu'un n'a pas de sens, ne peut pas penser. Par exemple, quelqu'un qui est en même temps aveugle, sourd, muet, enfin dur, qui ne peut pas sentir, n'a rien, aucun sens extérieur qui fonctionne, donc aucun sens intérieur, parce que le sens intérieur n'a pas de sentiment, rien. Il utilise par exemple l'imagination comme sens intérieur, et il utilise les données de sens extérieur. Alors ça ne fonctionne pas, c'est un vide, tabula rasa. Eh bien, même si c'est un Einstein, n'est-ce pas, ou un Zweistein, ou un Dreistein, il ne pourrait pas penser, n'est-ce pas, parce qu'il a rien pour penser au sujet de quoi il doit penser. Il ne peut pas penser. Voilà, donc pour premier lieu,
par quoi les choses sont-elles rendues présentes dans notre vie? C'est par nos idées. Chacun sait par expérience ce que c'est qu'une idée. Tout le monde peut dire j'ai une idée, alors c'est normal. Alors on va dire une idée c'est quoi ça? Tout le monde sait ce que ça veut dire. Si quelqu'un disait une idée, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Or, il lui suffit de réfléchir à ce qu'il a en lui quand il porte un jugement quelconque. Par exemple, les philosophes ont commis beaucoup d'erreurs. Alors, philosophes, erreurs, ont commis, et beaucoup. Tout cela est présenté à son esprit par autant d'idées. Afin d'éviter toute équivoque, essayons pourtant de décrire ce que chacun entend par ce mot. C'est le travail de Socrate, hein, les définitions. Hein. Si on veut communiquer une connaissance à quelqu'un d'autre, il faut parler. Mais il faut parler ce que vous pensez, et il faut arriver à ce que l'autre pense la même chose que vous. Sinon, vous êtes dans l'équivoque. Dans la confusion. Il pense autre chose, donc il n'y a pas de communication finalement à ce moment-là. Donc c'est la catastrophe, n'est-ce pas? C'est les malentendus, comme on dit. Les malentendus, ça peut causer des guerres, hein, et des divorces, etc. Donc c'est encore un malheur, l'équivoque. C'est très embêtant. Sauf par hasard, ça peut être un bonheur, par exemple, dans une blague, on raconte une blague, l'équivoque peut être amusant, n'est-ce pas? C'est plus utile. Mais c'est par accident. Normalement, l'équivoque, c'est quelque chose de mauvais, n'est-ce pas? Donc il faut commencer par déterminer la définition des mots. Nous dirons par exemple, les idées sont les images ou les reproductions internes. Les images, c'est trop dit encore, parce qu'image, c'est quelque chose de sensible, n'est-ce pas? Mais une idée est spirituelle plutôt. Mais c'est comme une image. Ce qui l'image, c'est pour l'imagination, l'idée, c'est pour l'intelligence, on pourrait dire. C'est comme une image. Les idées sont comme des images ou des reproductions internes, donc dans l'âme, hein, dans l'intelligence interne. C'est pas dans l'estomac, ça veut dire pas ça, mais dans l'interne. L'intérieur du corps, c'est l'âme, dans ce sens interne. Hein. Interne des choses par lesquelles celles-ci nous sont présentées de manière que nous puissions raisonner sur elles et donc acquérir la science. Donc je répète, nous dirons par exemple, c'est un essai de définition, le premier essai, sont comme des images ou des reproductions internes des choses, des réalités, hein, par lesquelles celles-ci nous sont présentées de manière à ce que nous puissions raisonner sur elles. Donc, on acquérit la science. Et que font maintenant les mots? A-E-I-O-U-I-E, les mots que nous employons, sinon d'exprimer nos idées. Donc il faut que l'idée exprime la chose, et il faut que le mot exprime l'idée. Sinon, il y a un problème dans le mécanisme de fonction est caduque, n'est-ce pas? Et le diable va se mettre là-dessus, justement. Là, le diable ne va pas essayer, justement, de se mettre entre l'idée et la chose, par exemple Descartes et Kant, et entre le mot, l'idée et la parole. C'est la tactique de la révolution, n'est-ce pas, de changer... chose, mot, idée. Voilà. Ouais. Si notre idée ne correspond pas à la réalité, je suis dans l'erreur. Si mon idée ne correspond, ma parole ne correspond pas à mon idée, je suis dans le mensonge. Je trompe. Ou si c'est par accident, parce que c'est pas maladresse, en tout cas, je ne s'exprime pas ce que je pense. Donc, ça, c'est la fragilité de l'homme. Je ne dis pas la débilité, mais la fragilité de l'homme. L'ange n'a pas de problème avec ça. Hein. Mais ça, c'est l'homme. Et le diable, le mal va se mettre là-dessus, justement, pour saboter
pour saboter le mécanisme, n'est-ce pas, de la connaissance humaine, on va s'introduire dans ces mécanismes-là, n'est-ce pas? On va mettre un sabotage entre l'idée et la réalité, ou bien entre l'idée et le mot. Voilà. C'est logique. Si on veut saboter, on va introduire quelque part la bombe, on va mettre la bombe quelque part, on la passer quelque part, dans un endroit, n'est-ce pas? Alors, donc, et que font maintenant les mots, les paroles, que nous employons, sinon d'exprimer nos idées? Enfin, normalement, sinon nous sommes des menteurs et ça ne fonctionne pas. La société a besoin d'un minimum de véracité, sinon on ne peut pas même acheter quelque chose. J'achète une pomme et je reçois autre chose. Oui, sans doute. Mais il entraîne aussi avec eux autre chose. Si je dis par exemple le mot ange, n'ai-je pas en moi deux images de l'être en question? Une idée, tout d'abord, qui me fait proprement connaître cet être, idée d'esprit pur, mais aussi une représentation sensible. Hein? L'image de quelques figures nous en plus ou moins vaporeuses et scellées. Pardon, excusez-moi. Vaporeuse et ailée, il y a une faute de frappe ici. Qui, elle, ne répond nullement à l'être en question, car un être purement spirituel ne peut pas être vu. Mais pour la facilité, je vais me représenter quand même avec... Et l'ange, pour communiquer avec l'homme, il va quand même entrer dans le sensible. Il va faire entendre des paroles, ou bien il se montre comme un homme, la Sainte Vierge. Donc forcément, pour communiquer notre intelligence, il faut passer par le sensible, parce que notre intelligence ne fonctionne pas sensible. Si j'ai dit encore le mot carré, par exemple, j'ai en moi l'idée du carré, grâce à laquelle je puis raisonner sur la chose dont il s'agit, idée de polygone rectangulaire à 4 côtés égaux, et j'ai en même temps la représentation sensible. Si je vois un carré dans ma représentation, j'ai un carré spécifique qui fait autant de centimètres, hein, ou de mètres, même de kilomètres si vous voulez. Ça dépend de quel carré vous imaginez. Qui cette fois, si on est en un avion, on voit des carrés qui sont parfois des kilomètres. Hein. On va en bas, les villes. Qui cette fois d'ailleurs répond bien à la chose en question. Pourquoi? Parce que le carré concret, c'est quelque chose de sensible. Le carré en tant que carré, c'est encore un carré qu'on peut dessiner sur un papier. De tels dessins que je m'imagine tracés à la craie sur le tableau, par exemple. Or, cette idée et cette représentation sont bien différentes. L'idée du carré et la représentation sensible du carré. Parce que la représentation sensible, c'est un carré spécifique. Et si on parle d'un carré, ça peut être tout carré. Ça peut être carrément tout carré. Bien différente, la preuve en est que je puis faire varier la seconde d'une foule de manières. Donc la sensible, je peux la faire varier. Le dessin que je m'imagine peut être plus grand ou plus petit, blanc, rouge, jaune, etc. Sans que la première varie pour cela. Sont tous des carrés. Donc l'idée ne change pas, c'est tous des carrés, mais la préposition sensible, donc l'image, ça peut différer. Un carré de 10 cm rouge n'est pas un carré de 20 cm bleu, par exemple, avec la craie bleue. Donc c'est encore une distinction à faire entre l'idée et l'imagination. En outre, je disais myriagone, par exemple, au lieu de carré, j'aurais de cette figure une idée aussi nette et aussi claire que du carré. Idée du polygone à 10 000 côtés. Myriagone. De 10 000 côtés. Tandis que la représentation sensible que je m'en ferais ne pourrait être qu'excessivement vague et confuse.
Voilà la différence entre l'idée de la chose et la représentation sensible. Donc il y a deux choses différentes dans la tête. Même dans la tête, il y a encore des distinctions à faire. Il est clair que si les représentations sensibles m'aident à raisonner, ce n'est pas avec elles que je raisonne pour acquérir la science des choses. Donc ce n'est qu'une étape. Je vais raisonner avec le carré, avec le myriagone, etc. Avec la ligne, avec le point, etc. Mais pas avec celui-là. Toujours, tout le temps, non. Sinon, je vais être coincé, là. Mais j'ai besoin de cette représentation sensible pour arriver au carré, l'idée du carré. Car je puis raisonner sur l'ange ou sur le myriagone aussi exactement que sur le carré. Donc ce n'est pas avec la représentation sensible que je raisonne, pas avec elle. Et mon raisonnement ne dépend en rien de 1000 variations que je puis faire subir à mes représentations sensibles de l'ange, du myriagone ou du carré. Concluons de là que les choses nous sont représentées de deux manières très différentes, ou bien par une idée, ou bien par une représentation sensible. Alors l'idée, c'est proprement humain, je peux bien le dire, et la représentation sensible, c'est dans l'animal. Un chien peut voir un carré, hein, et c'est même dans sa mémoire. Les chiens ont une représentation sensible parce qu'on a déjà vu que les animaux, ils rêvent. Par exemple, dans leur rêve, on a vu qu'un chien était en train de courir comme ça. Il faisait c'était comme un cauchemar, quoi, il faisait. Donc il faisait comme ça des mouvements comme s'il courait, comme s'il voyait un lapin pour courir après, quoi. Ou un chat. Il voyait le chat du voisin. Donc un animal, c'est animal de rêver. C'est notre côté animal. Un ange ne va pas rêver, il n'a pas besoin de dormir en plus. Voilà. Donc le rêve, c'est la détente de notre cerveau, matière grise, qui a été trop occupé et il a besoin d'une détente. Et alors il va combiner n'importe quoi avec n'importe quoi. C'est le rêve. Ce sont des choses absolument absurdes parfois. Mais c'est pour jouer, c'est un jeu. Et en jouant, elle se détend. Mais c'est la matière grise qui a besoin de se détendre. L'esprit n'a pas besoin de se détendre. L'ange n'est jamais fatigué. L'esprit ne se fatigue pas. Il n'y a pas de... Disait vrai, il n'y a pas de... Non, pas d'usure, de frottement dans l'esprit, n'est-ce pas? Il n'y a pas de résistance dans l'esprit. Donc il n'y a pas de fatigue, ça n'existe pas. Si on est fatigué de penser, c'est que notre pensée utilise le cerveau, la matière grise. Et c'est la matière grise qui est fatiguée. Voilà, alors la représentation sensible. Donc, par la première, par l'idée, nous pensons, intelligimus, interlegere, legere c'est lire à l'intérieur, donc dans l'âme. Intelligence, intelliger, ça devient de latin interlegere, legere c'est lire, inter à l'intérieur. Par la seconde, nous imaginons. Voilà. Donc la pensée et l'imagination, ce sont deux facultés que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Mais l'un plutôt dans le cerveau et l'autre plutôt dans l'intelligence, dans l'âme. Donc l'un plutôt dans le corps et l'autre plutôt dans l'âme, à l'intérieur. La représentation sensible n'est qu'une sorte de fantôme, de chimère, une image de ce que nous avons d'abord vu, entendu, touché, etc. Bref, de ce qui nous a été montré d'abord par une sensation. Sensation. Ça veut dire une captation de sens par les sens. On l'appelait autrefois fantasme. Fantasme. Fantasma.
Le latin parle de fantasme. Le fantasme, c'est l'imagination à l'intérieur qui nous donne l'occasion d'abstraire des idées. Et le fantasme qui est nourri, qui a toute son origine dans le sensible, dans les sensations, dans les sens. Aujourd'hui, on l'appelle plutôt une image. Nous lui réserverons désormais ce nom d'image. Oui. Enfin, c'est Maritain qui décide ça. Nous avons toujours utilisé fantasme au séminaire. Bon, c'est la décision de l'auteur, l'image. Dont nous restreindrons ainsi la signification. Donc, si Maritain parle d'image, il parle de fantasme. Mais alors, nous ne devrons plus employer ce même mot au sujet de l'idée. Oui. Disons donc que, c'est comme une conclusion, les idées sont les similitudes internes des choses par lesquelles celles-ci nous sont présentées de manière que nous puissions raisonner sur elles, et donc en acquérir la science. Les images sont les similitudes internes des choses, interne ça veut dire dans l'intérieur de ma tête, des choses qui sont à l'extérieur de ma tête, par lesquelles celles-ci, sauf si on pense sur le cerveau, à sujet du cerveau, mais c'est exceptionnel, hein. Je peux m'imaginer le cerveau alors, que j'ai, mais je parle en général, hein, voilà. Des choses, de toutes choses. Donc, je répète, les images sont les similitudes internes, donc dans mon imagination, dans mon cerveau, des choses qui existent, n'est-ce pas, par lesquelles celles-ci nous sont présentées comme nous les ont montrées d'abord nos sensations, les sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Voilà, on a 5 sens extérieurs. Les mots signifient directement les idées en évoquant en même temps des images. C'est une première conclusion. On est en logique maintenant. Hein. C'est ça de quoi s'occupe la logique. Si l'on compare après cela les choses telles qu'elles sont présentées par les idées et les choses telles qu'elles sont présentées par les sensations, les images, il est aisé de voir qu'elles se distinguent les unes des autres par un certain caractère d'importance capitale. Parce qu'il y a, entre deux, il y a une abstraction qui a été faite. Une abstraction. Mais c'est un long paragraphe, n'est-ce pas? Et on a déjà passé 2 heures maintenant. On va peut-être s'arrêter, donc il y a 10 heures. Donc la fois prochaine, on va parler de l'abstraction. C'est le travail, justement, de l'intelligence humaine. C'est spécifique. L'animal n'est pas capable de le faire. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vais voir dans le chatter. Non, il n'y a pas de questions apparemment. Voilà. Alors, je vous souhaite tous une bonne soirée. Je peux donner la bénédiction de loin. Aiutorium nostrum Domini Domicus in Terram. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filius et Spiritus Sancti, Descendit de vos et magna semper. Amen.